nouveau plan provincial de prévention de la délinquance pour 2025 à 2028. C'est ce qui a été présenté ce matin à la province sud. Maires, forces de l'ordre, services de l'enfance et de la jeunesse ont pris connaissance de cette feuille de route regroupant 30 actions réparties en 5 axes de travail. On a un gros travail sur l'alcool. L'alcool, on a une façon de consommer en Nouvelle-Calédonie qui pose des problèmes de violence. J'en ai parlé également, les cambriolages. Et donc là, on travaille sur des réponses très concrètes. On travaille sur une appli pour dire qu'on est en danger. On travaille sur l'identification des plaques d'immatriculation pour pouvoir retrouver le plus rapidement possible les véhicules qui ont été volés. Voilà, on travaille sur des mesures très concrète en réponse à ça. Ce conseil provincial est l'occasion pour les partenaires de dresser le bilan de la situation, encore très marquée par la crise de mai 2024, et en particulier chez la jeunesse. Près de 3 vols avec violence sur 10 sont causés par des mineurs. Alors il est impératif de s'occuper de ces jeunes qui sont anormalement déscolarisés, qui basculent très vite vers l'errance, vers la délinquance. La crise insurrectionnelle a aggravé la situation de ces jeunes. Et avec la province sud, l'idée c'est de relancer les dispositifs de repérage de ces mineurs en errance dans le Grand Nouméa. Et là, c'est la responsabilité de tous. Alors des élus, des maires en première ligne, mais c'est la responsabilité aussi des familles, c'est la responsabilité des établissements scolaires, c'est la responsabilité de chacun. Les mineurs que l'on retrouve également dans les violences intrafamiliales qui ont augmenté de 12% sur les 6 premiers mois de l'année 2025. Un phénomène nouveau, c'est la hausse de la part des mineurs touchés par ces violences intrafamiliales. Ça concerne bien sûr les femmes, mais aussi des mineurs au sein de la sphère familiale. Autre fait marquant, ce que le haut-commissaire appelle la délinquance d'appropriation. Ça reflète sans aucun doute une paupérisation croissante avec des vols qui portent aujourd'hui sur de la nourriture. On ne vient plus cambrioler une maison simplement pour voler les bijoux, pour voler le matériel IFI, mais aussi pour s'approprier de la nourriture. Autre point soulevé, la hausse des attaques auprès des forces de l'ordre. Les atteintes contre ce qu'on appelle les agents dépositaires de l'autorité publique, au premier rang desquels les policiers et les gendarmes connaissent une hausse préoccupante, c'est plus 100% par rapport à la même période de 2023. Ce sont 110 policiers et gendarmes qui ont malheureusement été blessés dans ce cadre depuis le début de l'année. Violence, vol, cambriolage, incendie volontaire. Selon le Haut-Commissariat, le pays connaît une hausse sensible de ces faits sur les 6 premiers mois de l'année. La centrale accostée au quai de la SLN à Nouméa pour une durée indéterminée. C'est en tout cas en ce sens que travaille la direction de la société Le Nickel. Selon elle, cette centrale est la seule en capacité de fournir l'énergie nécessaire au four de l'usine. On a aujourd'hui une centrale accostée temporaire qui était là de manière transitoire pour 3 ans. Nous sortons de cette période de 3 ans au mois de novembre 2025. Nous avons engagé une enquête publique dans le cadre d'un processus d'autorisation plus pérenne pour que cette centrale puisse rester l'outil d'alimentation électrique de l'usine de Doliambo. Ensuite, sur la question du global du soutien sur l'énergie, sur lequel on attend des décisions des différents acteurs, dont bien entendu l'État, une des solutions serait d'avoir un outil pays. Nous avons besoin de cet outil pays de création d'énergie. Il y a donc là la possibilité que la CAT, aujourd'hui louée par la SLN, puisse devenir cet outil avec la facilité en termes de calendrier et de coût de ne pas avoir de dérive et de savoir exactement où on va pour les prochaines années. Preuve que la question de l'énergie est au cœur de la stratégie de la SLN, le recrutement au poste de secrétaire général de Christophe Léninger, ancien conseiller énergie du président Emmanuel Macron. Alors ma feuille de route, c'est essentiellement être en capacité d'expliquer qu'on est capable de pérenniser l'usine, de retrouver du financement, de retrouver de la compétitivité. L'énergie est un sujet majeur. Les sujets avec l'État sont un sujet majeur, mais il y a aussi tous les sujets locaux, les sujets syndicaux, les sujets sociaux, les sujets sociétaux dont je vais m'occuper. Au-delà de ces questions énergétiques, la survie de l'usine tient, selon son directeur, à la capacité de tous les acteurs à unir leurs forces. Cette filière nickel doit trouver un optimum, doit trouver un point de fonctionnement qui permette de recréer un jour de la valeur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a d'ores et déjà un de nos
collègue qui a mis un genou au sol. Nous sommes dans une situation qui est identique au niveau de la SLN et j'ose dire identique également au niveau de PRNC. On se doit de travailler ensemble pour essayer de regarder les synergies que nous pouvons proposer pour être capable d'attirer des investisseurs, être capable de trouver des solutions à court terme. Parce que oui, dans l'accord, on parle de relancer une unité de transformation en province Nord et c'est quelque chose de très très positif, mais ça va prendre du temps. Donc qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, tout de suite, entre opérateurs, pour mettre en place différentes synergies? Et donc c'est fait partie des discussions que l'on a entamées. Des discussions qui prendront probablement plus corps en août avec la venue de la mission interministérielle reconstruction, conduite par Claire Durieux, qui a supervisé les dispositifs de soutien économique mis en place pour la Nouvelle-Calédonie. Plus de 300 lycéens de 15 à 18 ans ont découvert l'univers hospitalier à l'occasion d'une journée dédiée au métier de la santé. Une immersion pour peut-être susciter des vocations. Je voulais faire pédiatre depuis la 6e, mais j'hésite entre le droit en ce moment. Et du coup, je suis partie regarder le métier de pédiatre qui m'a bien intéressée. Et j'ai fait un petit peu le tour et j'ai vu aussi le métier de sage-femme qui m'a beaucoup intéressée également. Organisée par le CHT Gaston Bourré, cette 4e édition a réuni plus de 30 professions, soignants, informaticiens, brancardiers, pédiatres ou encore auxiliaires. Objectif, présenter la diversité des métiers au Médipôle. Par rapport à mon métier, je souhaiterais transmettre ma passion pour ce métier auprès des enfants, prodiguer des soins en collaboration avec l'infirmière et puis les différents corps de métier qui viennent au quotidien dans notre service. Second objectif, aider ces jeunes à s'orienter dans un secteur en pénurie au pays. Super initiative, moi je trouve, se présenter le métier dans toutes ses facettes en fait, parce que c'est vrai qu'en particulier sur le territoire, on a besoin de médecins, on a besoin de pédiatres, ça c'est une évidence, mais on a aussi besoin de tous les autres corps de métier. Les enseignants voient dans ce type de rencontre une occasion concrète d'ancrer les choix de parcours des élèves. Donc le fait de rencontrer vraiment en direct des professionnels, ça permet de susciter des vocations chez nos étudiants, chez nos élèves qui n'y auraient pas forcément pensé par eux-mêmes. Et du coup, on espère que certains se dirigeront vers ces métiers-là. Au-delà des stéthoscopes et des blouses blanches, c'est une chaîne de métiers qui fait tourner l'hôpital, chacun jouant un rôle crucial. Nous, on voulait vraiment promouvoir les métiers de l'hôpital, puisqu'il n'y a pas que infirmier qui manque, c'est tous les métiers. Donc du coup, que ce soit sage-femme, QR, IBOD, IAD, donc toutes ces spécialités-là manquent aussi. Pour ces élèves, cette immersion est peut-être une première rencontre avec le monde hospitalier, un déclic et pourquoi pas le début d'une vocation.